Je suis un bâtard. Oui, ça c'est évident. Et vous, et vous, et vous, et vous, vous aussi, vous êtes des bâtards? Dans 10 minutes, vous pouvez répondre à cette question vous-même. D'être chauve, c'est pas trop mal. Alors, j'aimerais vous raconter deux petites histoires. La première, un chasse à l'ours il y a 14 000 ans. Pas loin d'ici, à La Chaux-de-Fonds, Jura suisse. Il était une fois un jeune chasseur de 20 ans qui a suivi un ours. Et enfin, il a réussi de le tirer avec son arc et flèche. Et c'était un bon chasseur. Il a tiré dans le cou et la flèche a coupé une grande artère et blessé l'ours grièvement. Cependant, l'ours a pu se retirer dans une petite grotte pas loin, une petite grotte de 15 mètres de profondeur. L'ours était tout au fond. Le jeune chasseur l'a suivi prudemment, mais quand même, il a allumé un feu à l'entrée de la grotte pour l'infumer, pour le sortir de son refuge. Cet ours ne bougeait plus. Donc, enfin, il s'en approche, quand même un peu trop tôt. Parce qu'avec un dernier geste, l'animal inflige un coup mortel sur l'épaule droite de ce jeune homme et les deux succombent sur place à leurs blessures. 14 000 ans plus tard, en 1956, des spéléologues de La Chaux-de-Fonds ont trouvé les deux squelettes entremêlés. Comme à l'époque, ce n'était pas évident, il y a une liaison. Le squelette de l'ours était déposé au musée d'histoire naturelle à La Chaux-de-Fonds et le squelette de l'homme, un truc archéologique, était déposé au musée d'archéologie cantonale de Neuchâtel, qui s'appelle maintenant l'Athénium, où vous pouvez visiter cet homme du bichon. Alors, 35 ans plus tard, un archéologue de La Chaux-de-Fonds a travaillé dans les tiroirs et tout à coup, il a remarqué un point de flèche dans une vertèbre cervicale de cet ours. Et là, la liaison entre l'ours et l'homme était établie. Bon, dans la presse à l'époque, ils ont parlé de notre plus vieil ancêtre et le premier chaux-de-fonnier. Mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on peut savoir s'il s'agit vraiment de notre plus ancien ancêtre? Oui, maintenant, on le peut, grâce aux études de l'ADN. Pendant les 10 à 15 dernières années, l'analyse de l'ADN et surtout de l'ancien ADN ont fait d'énormes progrès, complètement bouleversé notre connaissance de l'histoire de l'humanité. En 2013, un groupe de vingtaine de chercheurs européens, où j'ai fait partie, ont analysé l'ADN de l'homme du bichon, puis 2 individus de chasseurs-cueilleurs du Caucase, en Géorgie, puis des autres individus de populations anciennes. Qu'est-ce qu'on a trouvé? L'ADN de l'homme du bichon, on ne trouve pas plus du tout dans les populations de l'Europe du Sud. Par contre, le plus au nord, on trouve de plus en plus. Tandis que les gènes des 2 caucasiens sont repartis dans toute l'Europe occidentale. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, dans la population européenne actuelle, on trouve encore l'ADN de 3 populations anciennes de plus.
comment expliquer ça. Alors pour cela, je dois commencer plus tôt. Il y a 60 000 ans, l'homme anatomiquement moderne, c'est nous, s'est dispersé de l'Afrique vers le Proche-Orient, où il a rencontré l'homme de Néandertal. Et bien sûr, ils ont eu envie de vie, c'est-à-dire envie de se reproduire, parce que ça c'est une caractéristique de tous les êtres vivants. Donc ils se mélangeaient et après cet petit épisode amoureux, l'homme anatomique moderne s'est dispersé vers l'Europe, vers l'Asie, en remplaçant tous les Néandertals, puis en Australie et plus tard en Amérique du Nord et du Sud. Alors, la population qui s'est dispersée en Europe est celle à laquelle appartient l'homme des bichons. Mais cette population n'est pas restée comme il était. On a un grand apport génétique d'un groupe qu'on appelle Eurasien ancien du Nord. De plus, on a un autre groupe qui s'appelle Yamnaya, qui a apporté beaucoup de gènes dans la population européenne. Les Yamnaya, ils ont vécu au nord de mer Noire, dans les steppes pontiques. Ils ont pratiqué surtout le pastoralisme et un peu d'agriculture. Et c'est à travers de ces groupes que nous avons reçu l'ADN des deux Caucasiens. Parce que les chasseurs-cueilleurs des Caucases, ils ont laissé leur empreinte génétique sur les Yamnaya. Mais l'histoire ne s'arrête pas ici. Si on regarde la répartition spatiale de certains gènes, l'image est tout autant complexe. Je crois que je dois prendre maintenant une liste que j'ai préparée. C'est tellement complexe. Si on regarde le gène qui permet l'adaptation à l'altitude dans la population de Tibet, on trouve que ça vient d'un ancien groupe qui s'appelle Denisovan. Alors ce groupe, on connaît seulement génétiquement. Parce qu'on a trouvé seulement une petite phalange dans une grotte en Sibérie qui s'appelle grotte de Denisova. Mais dans les populations de Océanie, c'est Papouasie, Nouvelle-Guinée, Australie et Polynésie, ils ont encore la plus grande partie de ADN de Denisovan. Par contre, la population française, on trouve très peu d'ADN de Denisovan. Comme plusieurs d'entre vous probablement savent, le gène responsable pour la digestion ou la capacité de digérer le lait à l'âge adulte n'est pas répandu de manière homogène à travers le monde. Alors, en Allemagne, en Angleterre et au nord de la France, 90% des adultes portent ce gène, donc peuvent digérer le lait. Au sud de la France, seulement 30%. Au sud d'Afrique et dans le sud de l'Asie Est, moins que 10%. Dans le nord de l'Australie, 20%. Au milieu de l'Australie, 30%. Au sud de l'Australie et en Tasmanie, 50%. À l'ouest de l'Afrique, oui, moi je dirais que cette liste était probablement déjà trop longue et vous pouvez déjà répondre à ma question initiale. Et vous êtes des bâtards aussi? Très bien compris.
Donc, être un bâtard, il n'y a pas de quoi avoir honte. De même, être un bâtard, il n'y a pas de quoi être fier. C'est tout simplement la chose la plus normale. Et je peux vous assurer, il n'y a pas une seule personne qui n'en est pas.